Donc je reprends cette question. Que peut la littérature? J'avais essayé de dire la semaine dernière quelle pouvait être la réponse de Proust à une pareille question. Alors, je me rapproche ou... Donc la question... Vous m'entendez là? Oui. Donc la réponse possible de Proust à une pareille question, et particulièrement en prenant appui sur le dernier volume de la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, donc, qui a cette particularité d'avoir pour cadre, pour décor, pour époque, la Première Guerre mondiale. Ce que Proust nous dit, je crois, en tout cas c'était le sens de la démonstration de la semaine dernière, est assez ambivalent. D'un côté, pour Proust, la littérature ne peut rien sinon constater le désastre individuel et collectif auquel se résout toute réalité. Mais en même temps, et de façon contradictoire ou paradoxale, si la littérature ne peut rien sur ce désastre individuel et collectif, sinon en porter témoignage, dans une certaine mesure, elle seule, nous dit Proust, peut tout, parce qu'elle seule, la littérature, se situe du côté de ce qu'il appelle la vraie vie, c'est-à-dire une vie soustraite au temps, susceptible de transformer le temps perdu en temps retrouvé et de permettre l'accès de l'individu, auteur ou lecteur, à une sorte d'hors-temps où l'essence même du vrai nous est révélée. J'avais été obligé de m'interrompre un peu avant la fin de la démonstration. Mon idée était de vous montrer que, au-delà de cette lecture, disons, canonique ou orthodoxe de Proust, que les Proustiens défendent en général, qu'ils diffusent, qu'ils propagent, et à laquelle d'ailleurs Proust donne en partie raison, il y a moyen de montrer malgré tout que Proust ne pense pas tout à fait la littérature comme désarmée devant le désastre du monde, comme démunie devant la catastrophe du temps et du réel. Et en ce sens, il y a bien chez Proust une politique et une morale que j'avais commencé, mais commencé seulement à évoquer la dernière fois. Je peux prendre appui à nouveau sur la citation que je vous avais faite, et je crois que c'était la seule citation d'ailleurs, la semaine dernière. Dans Le temps retrouvé, à un moment, le narrateur s'entretient avec Charlus des désastres causés au patrimoine architectural et religieux français par la guerre et plus particulièrement par les bombardements allemands visant les grandes cathédrales du nord et de l'est de la France. Et à Charlus, qui tient un discours très esthétisant, qui est celui qu'on prête à Proust en général, le narrateur réplique la chose suivante: « J'adore autant que vous certains symboles, mais il serait absurde de sacrifier au symbole de la réalité. Il serait absurde de sacrifier au symbole la réalité qu'il symbolise. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin dans un geste de commandement presque militaire disait que nous soyons brisés si l'honneur l'exige. Ne sacrifiez pas, c'est donc le narrateur qui s'adresse à Charlus, mais c'est Proust qui s'adresse à ses lecteurs, qui s'adresse à nous, ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir fixé des vérités humaines. » Autrement dit, il y a, au-delà de la vérité, une valeur qui donne son prix, qui donne son sens à la création artistique et à laquelle cette création artistique doit rester fidèle. D'où la politique de Proust, dénonçant le mensonge nationaliste, l'endoctrinement idéologique, ce qu'on appelait pendant la Première Guerre mondiale le bourrage de crâne. D'où la politique de Proust, je n'y reviens pas, d'où sa morale également, qui nous enseigne donc ce que peut et même ce que doit la littérature. Bien sûr, c'est une morale qui d'abord commande à l'écrivain de faire œuvre. Lorsque Proust définit son entreprise dans Le temps retrouvé, il a ce mot dont la portée et la signification religieuse parlent d'elles-mêmes. Proust parle donc pour la recherche du temps perdu d'un texte qui répondrait à l'appel d'une vocation. Voilà, c'est le mot de vocation que Proust emploie lui-même.
Une vocation donc par laquelle l'écrivain, à la différence de l'esthète, à la différence du célibataire de l'art, de l'homme stérile finalement, représenté dans La Recherche du temps perdu à des titres divers par Swann ou par Charlus, donc une vocation par laquelle, à la différence du célibataire de l'art, l'artiste, lui, l'écrivain, s'accomplit et accède seul à ce que Proust appelle donc la vraie vie. Cette morale, elle s'adresse à l'écrivain, donc, mais elle le lie également à autrui. Elle le lie à autrui par le don que l'écrivain fait de son œuvre au lecteur, de telle sorte que l'un et l'autre, je veux dire l'auteur et le lecteur, se trouvent associés dans l'accomplissement de cette vocation qui donne sens à leur existence. Mais il y a davantage, et c'est là-dessus que je voudrais terminer avant de passer à Céline. Cette morale qui lie l'écrivain à autrui, elle est précisément l'expression de cette valeur plus haute qui donne son sens à l'œuvre littéraire et pour laquelle celle-ci porte témoignage. Compassion, valeur de compassion, compassion exprimée pour les soldats morts au combat, mais compassion également beaucoup plus générale, universelle, presque anonyme, exprimée en direction de tous les êtres, les vivants et les morts, à l'heure anticipée du jugement dernier, dont il est question dans le dernier volume du Temps retrouvé, dans le dernier volume de La Recherche du temps perdu, dans le Temps retrouvé. Cette valeur, c'est donc la pitié, la compassion. En tout cas, c'était l'hypothèse qui était mise en avant par Roland Barthes, qui à la fin de sa vie a beaucoup réfléchi sur l'œuvre de Proust. Barthes, grand critique littéraire, hein, peut-être le plus grand penseur de la littérature en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, s'est longtemps rêvé romancier et a consacré les dernières années de sa vie à penser la possibilité, ou ce qu'il appelait plutôt la préparation du roman dans l'écriture duquel il envisageait peut-être de s'engager et que sa mort précoce a rendu impossible, inexistant. Donc dans les derniers cours qu'il a donnés au Collège de France, Barthes s'arrête très longuement sur l'œuvre de Proust, également sur celle de Tolstoï et quelques autres. Il évoque Joyce, il évoque la poésie japonaise, mais le modèle essentiel pour lui, c'est Proust. Et un Proust qu'il redécouvre très loin des convictions qui avaient été les siennes à l'heure triomphante du structuralisme et du nouveau roman dans les années 50 et 60, à l'époque donc où il passait pour le prophète, ou en tout cas le porte-parole d'une littérature et d'une pensée loin du réel et tout entière consacrée à l'expérience et à l'épreuve du texte. Barthes relit Proust, redécouvre Proust, et il le fait sous le signe que je viens de dire, c'est-à-dire en découvrant que si cette œuvre vaut, c'est précisément parce qu'elle ne renonce pas à l'idée d'un pouvoir et même d'un devoir de la littérature qui tournerait le texte romanesque ou poétique, mais romanesque essentiellement, du côté de cette pitié, de cette compassion qui est l'affect majeur auquel se rapporte donc toute forme de création artistique. Et je voudrais vous lire donc un extrait d'un texte de Barthes de 1978, qui porte pour titre le début de La Recherche du temps perdu, le début de la première phrase du premier volume de La Recherche du temps perdu. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Voilà donc ce que Barthes dit de la morale de Proust et, à travers elle, de la morale du roman. Je ne vais pas lire l'intégralité de ce texte parce qu'il est trop long, mais Barthes déclare qu'il a tiré donc de la lecture de Proust 2 leçons. Je constatais d'abord, dit-il, que ces épisodes, les épisodes de La Recherche du temps perdu, et plus précisément un épisode qui semble valoir pour tous les autres, qui est celui de la mort de la grand-mère, je le précise parce qu'on verra tout à l'heure que c'est à ce même épisode que Céline fait référence lorsqu'il parle de Proust. Donc je constatais, c'est Barthes qui parle d'abord, que ces épisodes, je les recevais, je ne trouve pas d'autre expression, comme des moments de vérité.
Et la réhabilitation de l'idée même de vérité est elle aussi très importante chez Barthes. Elle l'est d'ailleurs également chez Foucault à peu près à la même période. La vérité a mauvaise presse chez les modernes, elle est censée ne pas exister, et pourtant c'est elle qui donne son sens à l'œuvre littéraire, et il faut bien donc, à un moment ou à un autre, la redécouvrir. Tout d'un coup, dit Barthes, la littérature, car c'est d'elle qu'il s'agit, coïncide absolument avec un arrachement émotif, un cri, à même le corps du lecteur qui vit, par souvenir ou prévision, la séparation loin de l'être aimé, une transcendance est posée. Quel Lucifer a créé en même temps l'amour et la mort? Le moment de vérité n'a rien à voir avec le réalisme. Il est d'ailleurs absent de toutes les théories du moment. Le moment de vérité, à supposer qu'on accepte d'en faire une notion analytique, impliquerait une reconnaissance du pathos au sens simple, non péjoratif du terme, et la science littéraire, chose bizarre, reconnaît mal le pathos comme force de lecture. Nietzsche, sans doute, pourrait nous aider à fonder la notion, mais nous sommes encore loin d'une théorie ou d'une histoire pathétique du roman. Car il faudrait, pour l'esquisser, accepter d'émietter le tout de l'univers romanesque, ne plus placer l'essence du livre dans sa structure, mais au contraire reconnaître que l'œuvre émeut, vit, germe à travers une espèce de délabrement qui ne laisse debout que certains moments, lesquels en sont à proprement parler les sommets, la lecture vivante, concernée, ne suivant en quelque sorte qu'une ligne de crête. Les moments de vérité sont comme les points de plus-value de l'anecdote. Bon, ces quelques phrases appelleraient de longs commentaires dont je vais faire l'économie, mais ils disent bien comment, chez Barthes et d'après Proust, l'œuvre romanesque doit faire céder la continuité qui la caractérise de manière à ce que scintille, en quelque sorte, à partir d'elle, un certain nombre de fragments, d'instants, qui sont ce que Barthes appelle les moments de vérité et qui, on pourrait le démontrer, sont très comparables à ce que Joyce appelait les épiphanies ou encore Virginia Woolf les moments of being. Donc pour que, à partir de la continuité même du récit, vienne scintiller la discontinuité de ces instants où la vérité se manifeste, mais se reconnaît à ceci qu'elle se manifeste sous une forme pathétique, émouvante. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent l'œuvre de Barthes, tout ça renvoie aussi aux analyses de la chambre claire, notamment sur la façon dont la photographie nous touche, nous saisit. Première leçon, c'est celle-là. Mais c'est la deuxième donc, qui m'intéresse davantage. Je continue la lecture de cet extrait de Barthes. La seconde leçon, je devrais dire le second courage que je tirais de ce contact brûlant avec le roman, c'est qu'il faut accepter que l'œuvre à faire, puisque je me définis comme celui qui veut écrire, représente activement, sans le dire, un sentiment dont j'étais sûr, mais que j'ai bien du mal à nommer, car je ne puis sortir d'un cercle de mots usés, douteux, à force d'avoir été employé sans rigueur. Ce que je puis dire, ce que je ne peux faire autrement que de dire, c'est que ce sentiment qui doit animer l'œuvre est du côté de l'amour. Quoi? La bonté, la générosité, la charité, peut-être tout simplement parce que Rousseau lui a donné la dignité d'un philosophème, la pitié ou la compassion. Et vous entendez avec quelle précaution, avec quelle prudence, avec quelle hésitation Barthes introduit cette idée à laquelle il se rend, tout en y résistant. Pourquoi? Eh bien parce que rien n'est plus éloigné de la philosophie de la littérature qu'il a mise en avant dans les années 50 et 60, que l'idée de cette valeur morale qui donne son prix au texte littéraire et qui, donc, banalement, se nomme, comme l'avait dit Rousseau au XVIIIe siècle, la pitié ou la compassion. Ce que peut et ce que doit la littérature, et que Proust nous enseigne, c'est exprimer cette parole de pitié, cette parole de compassion. Alors, plaider la cause de Proust est relativement facile. Tout le monde est proustien désormais, que l'on ait lu ou pas La Recherche du temps perdu, et même ceux qui éprouvent une certaine forme d'ennui à la lecture de La Recherche du temps perdu
hésitent en général à exprimer à haute voix un tel jugement qui les discréditerait définitivement auprès des gens de goût. Mais plaider la cause de Céline est bien sûr beaucoup plus difficile et beaucoup plus périlleux, surtout si l'on veut avancer l'idée que Céline rejoindrait Proust par la conviction identique que ses livres exprimeraient, à savoir que le roman tire son sens et sa valeur de cette parole de pitié et de compassion qu'il exprime. C'est pourtant la thèse que je vais essayer de défendre aujourd'hui. À savoir donc que pour Céline comme pour Proust, le roman doit dire le désastre du monde, le désastre du temps, qu'il ne peut rien sur ce désastre, sinon donc faire résonner cette parole de pitié par laquelle l'auteur s'adresse au lecteur et se découvre un avec lui. Alors pourquoi est-ce que cette thèse acceptable dans le cas de Proust apparaît immédiatement comme inutilement paradoxale, voire gratuitement scandaleuse lorsqu'on l'applique à Céline? Bon, tout le monde le sait, mais je vais le rappeler bien sûr dans le cadre de cette présentation, puisque mon idée, vous vous rappelez, consiste à montrer comment sur cette question du pouvoir et du devoir, je suis passé insensiblement de l'un à l'autre, comment sur cette question du pouvoir ou du devoir de la littérature, Proust, Céline et Aragon se sont situés les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, les uns en opposition avec les autres. Proust passant donc pour le champion d'une littérature désengagée, je vous ai montré la dernière fois que ça n'était pas tout à fait le cas, et Céline et Aragon, au contraire, pour les porte-paroles d'une vision militante du roman, doublement compromise, dans le cas de Céline, du côté du fascisme, et dans le cas d'Aragon, du côté du stalinisme. Proust, bien sûr, se définit en réaction et en rupture. Pardon, j'ai dit Proust, je veux dire Céline. Céline prend position contre Proust et entend produire par son œuvre une rupture avec l'œuvre mise en avant par Proust dans La recherche du temps perdu. Je crois, j'ai essayé de vérifier, j'ai pu me tromper, mais sauf erreur de ma part, je crois que Proust est le seul romancier du XXe siècle, le seul grand romancier du XXe siècle que Céline cite dans Voyage au bout de la nuit, et il le cite de manière bien sûr assez dépréciative, comme un écrivain du passé, auquel il s'agit désormais d'opposer une littérature vivante et une littérature qui rende compte véritablement du XXe siècle, de ses horreurs, de ses catastrophes. En réalité, si j'ai le temps, j'essaierai de vous le montrer, comme je le ferai avec Aragon la semaine prochaine. Céline, comme Aragon, n'a cessé de penser son œuvre romanesque en référence à l'œuvre de Proust et d'une manière assez ambivalente, critiquant Proust, bien sûr, mais également lui rendant hommage, comme si finalement Proust et lui avaient été les deux grands écrivains que l'histoire de la littérature française du XXe siècle aurait à retenir dans le futur. Je voudrais illustrer mon propos, j'ai eu peu de temps pour des citations la semaine dernière, donc je voudrais introduire davantage la parole de Céline aujourd'hui que je ne l'ai fait pour la parole de Proust la dernière fois. Et les citations que je vais vous proposer aujourd'hui, plutôt que de les prendre dans les romans de Céline, je vais aller les chercher dans la correspondance de Céline, correspondance qui est aujourd'hui très facilement accessible, enfin en tout cas si on en a les moyens, dans l'édition Pléiade qui a été réalisée par Henri Godard et qui propose une sélection des lettres les plus significatives de Céline. Et donc lorsque vous regardez l'index de cette édition Pléiade, vous voyez le nom de Proust revenir, je pense, une dizaine de fois, mais particulièrement dans 3 ou 4 grandes lettres qui sont d'un très grand intérêt pour essayer de comprendre justement le débat presque invisible ou presque inapparent qui ne cesse pourtant de se dérouler entre Céline et Proust tout au long de l'existence de l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Donc la première lettre que je voudrais vous lire en extrait est une lettre
adressée par Proust à un autre écrivain très compromis, qui s'appelle Lucien Combel. C'est une lettre qui date du 12 février 1943 et qui est entièrement consacrée à Proust. Pourquoi ? Eh bien, j'insiste sur la date, février 1943, donc je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Dans ce contexte qui est celui de la France occupée, et d'une France occupée où ont commencé depuis un certain temps déjà les grandes opérations de la déportation, il est beaucoup de questions de Proust dans le Paris littéraire. Céline le rappelle, Ramon Fernandez, qui à l'époque est l'un des grands critiques, qui lui aussi se trouvera compromis dans la collaboration, tout comme Brasillac, qui fut, comme vous le savez, le seul écrivain à être exécuté à la Libération pour fait de collaboration. Donc Fernandez et Brasillac sont en train de mener une véritable campagne littéraire en faveur de l'œuvre de Proust et de la redécouverte de celle-ci. Et c'est sur ce thème donc, que Céline s'explique. Brasillac, donc il évoque Brasillac et Fernandez, et il dit « Ils ont su placer Proust sur le même plan que Balzac, même importance, même gloire, même mérite, je veux bien. » Je saute un petit peu. Sans rival, désormais, nous avons assisté en 1936 à une répétition d'apothéose. Bon, c'est une allusion qu'on peut laisser de côté aussi. Donc voilà l'essentiel. Il est beaucoup ergoté autour de Proust. Ce style, cette bizarre construction. D'où, qui, que, quoi, qu'où. Ou, c'est très simple, talmudique. Le Talmud est à peu près bâti, conçu, comme les romans de Proust, tortueux, arabescoïdes, mosaïques, désordonnés, le genre sans queue ni tête, par quel bout les prendre. Mais au fond, il faudrait lire, il y a beaucoup de comédiens qui récitent du Céline et qui vont même jusqu'à l'imiter, mais je ne vais pas me risquer à cet exercice, mais il faut entendre le phrasé très particulier de Céline à travers la lecture neutre que je vous propose. Mais au fond, infiniment tendancieux, passionnément, acharnément, du travail de chenille. Cela passe, revient, retourne, repart, incohérent en apparence, pour nous qui ne sommes pas juifs, mais de style pour les initiés. La chenille laisse ainsi derrière elle, tel Proust, une sorte de tulle, de vernis irisé, capte, étouffe, réduit, empoisonne tout ce qu'elle touche et bave, rose ou étron. Poésie proustienne, qu'au fond de l'œuvre proustienne, conforme au style, aux origines, au sémitisme, désignation, enrobage des élites pourries, nobiliaires, mondaines, inverties, etc., en vue de leur massacre. Épuration, la chenille passe dessus, bave, les irise, le tank et la mitraillette font le reste. Proust a accompli sa tâche, talmudique. Vous me pensez obsédé, mon Dieu non, le moins du monde. Vive Proust, vive le Talmud, si vous voulez, ils ne sont pas indifférents. Loin de là, je suis tout prêt à reconnaître le génie talmudique, 100 000 preuves, hélas. Alors bien sûr, c'est une lettre qui est très ambivalente dans l'éloge apparent qu'elle prononce, puisqu'elle insiste donc sur la dimension sémitique, pour utiliser un adjectif d'époque, de l'œuvre de Proust, mais afin de souligner malgré tout la grandeur de cette œuvre. Vous pouvez, si la question vous intéresse, vous reporter à un livre qui est désormais un peu ancien, qui est l'œuvre d'un romancier qui s'appelle Stéphane Zagdanski, qui est apparu dans la collection L'Infini il y a une vingtaine d'années, qui s'intitule Proust et Céline et qui essaye justement de réfléchir sur la relation de Céline à Proust et sur ce qu'il faut entendre par cet éloge particulier et même empoisonné en quelque sorte que Céline adresse en 1943 à Proust en soulignant le génie talmudique dont la recherche du temps perdu serait le lieu et l'expression. Alors, je n'ai pas encore dit l'essentiel, mais j'imagine que, comme tout le monde le connaît, cet essentiel, je peux aller rapidement sur le rappel des faits. Bien sûr, si le cas Céline pose problème encore aujourd'hui, c'est en raison justement de la contradiction essentielle dont son œuvre témoigne et qui fait cohabiter dans le même individu un être qu'on peut tenir d'un côté pour un génie et de l'autre pour un salaud. Comment génie et salaud peuvent-ils
cohabiter dans un même personnage, et la littérature peut-elle du coup y retrouver son compte? Génie, parce que Céline est indiscutablement, avec Proust, et peut-être Aragon, on en parlera la semaine prochaine, le plus grand romancier français du XXe siècle, quelqu'un qui a révolutionné la langue romanesque et qui a imposé du même coup une vision sans beaucoup d'équivalent dans le champ de la création contemporaine. Et même ses détracteurs, en tout cas ceux qui ne sont pas complètement de mauvaise foi, sont d'accord pour saluer dans les livres de Céline des accomplissements littéraires de tout premier plan. En tout cas, pour les premiers livres de Céline, pour le premier, Voyage au bout de la nuit, encore que ma conviction et celle de quelques autres est que les grands textes de Céline soient plutôt à chercher du côté de ses romans les plus tardifs, dans lesquels cette déconstruction et réinvention de la langue parvient véritablement à son paroxysme. Donc voilà pour le génie. Pour le salaud, la chose est connue aussi, c'est-à-dire que Céline, dès ses tout premiers textes, dès ce texte qui précède Voyage au bout de la nuit, mais qui sera publié après, qui s'appelle L'Église, exprime dans son œuvre des convictions, si on peut appeler ça des convictions, disons des préjugés, antisémites, racistes, extrêmement violents, qui vont de pair avec une pensée d'extrême droite qui expliquera donc le ralliement de Céline à cette extrême droite dans le contexte, bien sûr, tout à fait terrible de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, le régime de Vichy, la déportation, etc., etc. Tout cela donc s'exprimant moins dans les romans, d'ailleurs, encore qu'on trouve dans les romans traces de cet antisémitisme, de ce racisme, mais j'utilise à dessein le mot de trace. Tout ça s'exprimant donc moins dans les romans, malgré les traces d'antisémitisme qu'ils comportent, que dans les pamphlets que Céline va écrire, notamment à la fin des années 30, et qui sont, eux, l'expression tout à fait explicite donc du racisme et des convictions absolument indéfendables qui furent celles de Céline. Alors, salaud ou génie, ça semble particulièrement difficile de résoudre cette équation à laquelle nous sommes ainsi confrontés. Je m'y suis employé dans un texte auquel je vous renvoie, qui présente sous une forme plus écrite les idées que j'expose aujourd'hui, dans un numéro spécial de Télérama qui a paru il y a 2 ans à l'occasion des 50 ans de la mort de Céline. Et vous verrez, si vous en avez la curiosité, comment la chose peut être argumentée de façon plus méthodique que je ne vais le faire ici sous forme orale. Salaud ou génie, la plupart des gens pensent que si Céline est un salaud, alors il ne peut pas être un génie. Ce qui veut dire que même Voyage au bout de la nuit et les livres qui ont suivi ne méritent pas d'être tenus pour les authentiques chefs-d'œuvre que l'on dit d'ordinaire. Ou alors, et c'est l'autre option, si Céline est un génie, alors il ne peut pas être un salaud. Et du coup, il faudrait soutenir que les opinions criminelles qu'il a bel et bien illustrées dans ses pamphlets, notamment dans Bagatelle pour un massacre et dans d'autres textes liés à celui-ci, ces opinions criminelles ne peuvent pas être imputées aux romanciers, si elles peuvent l'être, bien sûr, aux pamphlétaires. On est vraiment confronté à un nœud argumentatif particulièrement difficile à dénouer. Je crois avoir... Pardon. Je crois avoir déjà évoqué devant vous un texte qui, pour moi, a une valeur d'élucidation très, très importante, qui est le petit texte que Milan Kundera a fait paraître dans Les Testaments trahis, sous le titre de « Chemin dans le brouillard ». Et Kundera y réfléchit justement sur la cause qui a pu conduire tant de grands écrivains, de grands intellectuels du passé à s'égarer en servant, et parfois sur un mode ignominieux et hystérique, c'est bien le cas de Céline, les causes les plus douteuses, et particulièrement celles de l'antisémitisme et du fascisme. Il y a Céline, et je crois que c'est le cas le plus exemplaire, mais il y en a bien d'autres. On fait grand cas depuis quelque temps, et à juste titre, de la compromission qui fut celle d'Heidegger, par exemple, au service de l'hitlérisme en Allemagne. Alors Kundera, bien sûr,
sans aucunement chercher à exonérer ces grands écrivains du passé, nous avertit malgré tout sur la difficulté qu'il y a à juger les erreurs d'hier à la lumière des vérités d'aujourd'hui, et il stigmatise l'éternel procès fait aux écrivains d'autrefois, dans ce texte que je viens d'évoquer, ou encore dans un autre roman, un de ses plus grands romans, qui s'appelle L'immortalité. Tout se passe comme si un procès perpétuel se trouvait intenté aux écrivains du passé, et dans ce procès, bien sûr, Céline occupe la première place sur le banc des accusés. Certains condamnent l'auteur, d'autres l'acquittent, et ceux qui essayent plus ou moins de s'en tirer comme ils peuvent décident de couper l'œuvre en deux, en distinguant un bon Céline, qui serait le Céline des romans, et un mauvais Céline, qui serait celui des pamphlets, de manière à excluser le romancier pour mieux accabler le pamphlétaire. Mais salaud ou génie, le problème reste identique une fois ces premiers éléments de réflexion introduits. C'est ce problème que je voudrais essayer de démêler un petit peu avec vous aujourd'hui. Comment essayer de penser ce rapport entre génie et salaud, qui en fait se rapporte lui-même, si j'ose dire, à un autre rapport, qui est le rapport qui existe chez un écrivain entre l'œuvre et la vie. Vous avez tous eu entre les mains, à un moment ou à un autre, et peut-être au cours de votre scolarité, le célébrissime Lagarde et Michard d'autrefois, qui présentait sous forme de tableau synoptique chaque écrivain, en mettant côte à côte son œuvre et sa vie. 2 colonnes, et bien sûr la question que tous les mauvais esprits se posent est celle de savoir les relations qui s'établissent entre ces 2 colonnes, et si la frontière qui partage la page en deux est une frontière infranchissable ou au contraire très poreuse. Faut-il penser l'œuvre avec la vie ? Faut-il penser l'œuvre sans la vie ? Faut-il même penser l'œuvre contre la vie ? Voilà en gros les questions auxquelles Céline nous soumet, et à partir desquelles donc se pose la question du pouvoir ou du devoir de la littérature. Essayons d'examiner tour à tour ces différentes options. Je disais l'œuvre avec la vie, comme si elles formaient un ensemble, comme si elles étaient inséparables l'une de l'autre. Si l'on conçoit la littérature de cette manière-là, l'œuvre doit être envisagée comme l'expression des convictions de l'auteur, la transposition des expériences qu'il a vécues, la traduction, disons, de sa vision du monde. Donc si on est dans cette perspective-là, il est clair que Céline apparaît comme entièrement coupable. Il a été, dans sa vie, antisémite, pro-fasciste, et il faut donc que cet antisémitisme, ce fascisme, se reflète d'une manière ou d'une autre dans les livres qu'il a écrits, que ces livres soient de nature romanesque ou de nature essayistique. Si on en juge ainsi, le crime de Céline, puisqu'il faut bien appeler la chose ainsi, informe intégralement ses paroles et ses écrits, romans comme pamphlets, et implique donc une condamnation totale et sans appel de cette œuvre. C'est une posture que défendent certains. Je connais des écrivains d'aujourd'hui qui ont décidé, une fois pour toutes, de ne pas ouvrir l'œuvre de Céline, parce que lire tel ou tel de ses livres, ce serait en quelque sorte, donner son aval, on pourrait dire, à l'œuvre de cet écrivain antisémite. Première position. La deuxième est aux antipodes de celle-là, et elle suppose au contraire qu'on disjoigne complètement l'œuvre de l'auteur, le texte de la vie. Imaginant donc que ces 2 domaines, qui correspondent aux 2 colonnes du Lagarde et Michard,
sont totalement étrangers l'un à l'autre, ce qui était, je vous le rappelle, la position que défendait Proust dans son Contre Sainte-Beuve, lorsqu'il expliquait qu'il fallait dissocier chez l'individu écrivain ce qu'il appelait le moi social du moi créateur, étant entendu que le moi créateur n'entretient, selon Proust, aucune relation avec le moi social. Cette théorie qui fut celle de Proust a d'ailleurs été généralisée et radicalisée par la critique littéraire à l'époque du structuralisme dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'on évoquait notamment la fameuse mort de l'auteur prophétisée par quelques-uns, dont Barthes et Foucault. Le texte est censé exister de manière autonome dans l'ignorance, dans le dédain ou dans le refus finalement de tout ce qui constitue le hors-texte et qui ne concerne pas la littérature et doit être envisagé comme indifférent finalement au mystère même de la création et de la composition littéraire. Alors, certains écrivains, certains critiques concernant Céline plaident pour une telle position, qui a donc pour effet d'exonérer totalement Céline des opinions qu'il a exprimées dans sa vie et dans ses pamphlets, et à faire valoir que ce qui compte, c'est l'œuvre de Céline, l'œuvre romanesque, et rien d'autre qu'elle. Une œuvre où se déploie le travail pur du style, un style complètement indifférent finalement à la réalité qui l'entoure, le texte s'affranchissant de toutes les règles de la communication ordinaire, indifférent à la morale ou à la politique. C'est une position qu'on peut qualifier d'esthétique, voire d'esthétisante, et en vertu de laquelle le style rédime tout, rachète tout, pardonne tout. Alors vous l'avez déjà compris, parce que ma démarche est très rhétorique, je n'oppose ces deux conceptions que pour mieux entreprendre, ou en tout cas essayer de les dépasser, en montrant que l'une comme l'autre de ces deux visions antagoniques de Céline est, à mon sens, insatisfaisante. Il y a une troisième position qui n'est pas non plus tout à fait la mienne, mais que je voudrais malgré tout vous présenter et faire valoir, qui est davantage la mienne, sans l'être tout à fait, et elle consiste à essayer de comprendre de manière un peu complexe le commerce qu'entretiennent l'œuvre et la vie, et qui n'est pas de l'ordre mécanique qu'on dit parfois lorsqu'on pense que la vie influence l'œuvre ou que l'œuvre s'émancipe de la vie. Un texte littéraire peut parler contre son auteur aussi. Vous avez un grand poéticien russe du XXe siècle, très célèbre, qui s'appelle Mikhail Bakhtin, qui a écrit sur Rabelais, qui a écrit sur Dostoïevski notamment, qui est l'un des grands théoriciens du roman, qui a exercé une grande influence sur ce qu'on peut appeler le formalisme et sur le structuralisme français, notamment à travers l'intermédiaire de relais comme la psychanalyste et philosophe, si on veut, enfin l'essayiste Julia Kristeva. Mikhail Bakhtin a mis en avant un concept qui est très précieux, très utile et je crois très juste, qui est le concept de dialogisme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que dans une œuvre littéraire, en fait, ne s'exprime pas un point de vue unique, qui en principe serait celui de l'auteur et auquel le sens de l'œuvre pourrait être rapporté, mais une pluralité de voix qui elles-mêmes correspondent à une pluralité de points de vue. Donc l'œuvre littéraire doit être vue comme un champ antagonique à l'intérieur duquel s'affrontent des idées, des philosophies, des conceptions du monde, mais de telle sorte qu'aucune ne l'emporte véritablement sur les autres. Et c'est ce qui fait la différence entre le texte romanesque, qui donc est un texte dialogique, et le texte philosophique, par exemple, ou scientifique, qui lui se veut un texte monologique, c'est-à-dire qui n'exprime qu'une vérité et une seule. Donc, Bakhtin montre comment chez Rabelais, par exemple, parce que Rabelais s'inspire d'une culture populaire, folklorique, etc., le roman est déjà comme un espace carnavalesque dans lequel toutes les conceptions viennent comparaître et défiler dans une sorte de grande fête violente et joyeuse à la fois,
où nul ne triomphe à la fin, mais où se donne à voir le spectacle même d'une réalité plurivoque, ambivalente, contradictoire. Et c'est la même démonstration que Bakhtin reprend, par exemple, dans le texte, le grand livre qu'il consacre à Dostoïevski, et dans lequel il explique en substance qu'on ne peut pas mettre en évidence une philosophie de Dostoïevski, parce que le propre de l'œuvre romanesque d'un grand créateur comme Dostoïevski est justement de ne se réduire à aucune des conceptions antagoniques, une fois encore, que cette œuvre romanesque exprime. Pour prendre un exemple qui est simple et que j'ai beaucoup sollicité pour ma part, lorsque vous lisez Les Frères Karamazov, Dostoïevski expose notamment les points de vue de Ivan et Alyosha, l'un étant croyant et l'autre ne l'étant pas. Et bien sûr, si on se réfère à des éléments extratextuels, on peut supposer que le point de vue de Dostoïevski est plutôt le point de vue du croyant, c'est-à-dire le point de vue d'Alyosha. Mais à s'en tenir strictement au roman Les Frères Karamazov, eh bien, on ne peut décider dans quel sens le roman va, parce que justement, la caractéristique de la parole romanesque, c'est cette ambivalence qui met sur le même plan, à égalité en quelque sorte, les voix qu'elle fait résonner, cette parole romanesque qu'elle fait entendre. C'est un peu malgré tout de ce côté-là que je voudrais me situer pour lire Céline. Je pense qu'il y a dans l'œuvre romanesque de Céline plusieurs voix qui parlent à la fois et qui disent des choses contradictoires, laissant au lecteur que nous sommes la liberté de prêter l'oreille à telle voix plutôt qu'à telle autre, laissant au lecteur la liberté d'inventer à sa guise le vrai Céline qui s'adresse à lui et dont il veut recueillir en quelque sorte la parole. Je parlais de l'opposition entre le génie et le salaud. Cette opposition, elle en recouvre une autre, c'est l'opposition du pamphlétaire et du poète. Il y a dans l'œuvre de Céline, parmi les très nombreuses voix que cette œuvre fait entendre, deux voix essentielles qui sont celles-là. La parole du pamphlétaire, la parole du poète. Et on ne peut oublier ni l'une ni l'autre de ces voix, parce que justement le propre du romancier, tel que Céline nous le montre dans son œuvre, c'est d'être en même temps pamphlétaire et poète, ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, faisant dialoguer au sein de son texte ces deux figures de lui-même au sein d'une œuvre qui entretient, comme toute grande œuvre littéraire, un rapport tout à fait spécifique à la vérité. Alors, je m'aperçois que le temps passe et je voudrais réserver un peu de temps à ce qui me semble l'essentiel. Il faut bien voir que ce problème Céline, qui est le problème, qui est notre problème, j'allais dire. Enfin, j'imagine que certains d'entre vous ont suivi ça d'assez près, puisque votre présence manifeste l'intérêt que vous avez pour le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un scandale Céline qui ne cesse de produire ses effets, et on continue parmi les écrivains, les critiques, etc. Ça a été le cas particulièrement il y a 2 ans au moment du cinquantenaire, mais à vrai dire, ça ne cesse pas. On ne cesse pas, donc, du côté des critiques, des écrivains, des lecteurs, etc., de s'interroger sur le statut de l'œuvre de Céline et sur la manière dont il faut lire Céline. Ce débat, donc cette polémique, Céline, bien sûr, en était tout à fait avisé. Lui-même avait compris quelles étaient les conditions qui déterminait dans une très large mesure la réception de son œuvre. Et avec une grande habileté, il a joué de ce débat pour essayer d'avancer au mieux ses pions, d'abattre au mieux ses cartes, tantôt insistant sur la dimension poétique de son œuvre et tantôt insistant au contraire sur la dimension pamphlétaire de celle-ci. Je voudrais m'expliquer sur ce point rapidement.
tout ça impliquerait de développer, de dérouler la biographie de Céline. Enfin, vous en connaissez les éléments essentiels. Hein. Pendant la guerre, donc Céline, compromis comme il l'est, doit quitter la France, se retrouve d'ailleurs à Sigmaringen aux côtés de la cour très menacée du maréchal Pétain, fuit vers le Danemark, il va être incarcéré au Danemark, et sans doute sa fuite lui permet-elle de sauver sa vie. Sinon, il aurait peut-être été fusillé comme l'a été Bourzillac, ou peut-être il en aurait été réduit à se suicider, comme ce fut le cas de Drieux-La Rochelle. Donc Céline passe quelque temps dans les prisons danoises, et il rentre ensuite en France, mais bien sûr pèse sur son œuvre et sur sa personne une réprobation unanime. Il est considéré comme un écrivain indigne, et il va essayer de reconquérir la place de premier plan qui était la sienne au moment de Voyage au bout de la nuit, en développant un discours extraordinairement habile, de façon à se disculper en quelque sorte des critiques qui lui sont adressées. Et dans ce but, Céline insiste très régulièrement sur la nécessité qu'il y a à le lire comme s'il était un styliste, un poète, un individu fondamentalement réfractaire aux idées. Il y a quelques années, il y a bien longtemps, maintenant c'est une trentaine d'années, on avait réuni une série de textes et d'entretiens de Céline à la fin de sa vie, sous ce titre qui était particulièrement bienvenu, « Le style contre les idées ». Voilà. C'est la grande idée que, si j'ose dire, l'idée d'être contre les idées, c'est la grande idée que Céline met en avant devant ses interlocuteurs et face à ses détracteurs, de manière à justifier son œuvre littéraire en dépit des errements politiques qui ont été les siens. Une œuvre, dit Céline, ne vaut pas par les idées qu'elle exprime, mais elle vaut par le style dans lequel ces idées s'expriment et se transforment. Et donc, selon cette ligne de défense, Céline fait valoir l'invention des petits points de suspension et surtout la manière qu'il a eue de faire passer, comme vous le savez, le langage parlé dans le langage écrit, de manière à rappeler la langue française à la vie et à lui imprimer la marque de l'émotion pure. Voilà, ça c'est en quelques mots. Telle est l'idée que Céline met en avant et à laquelle se rallient en général les défenseurs de l'écrivain aujourd'hui, notamment lorsqu'ils déclarent que c'est sur ce terrain stylistique, poétique, quasiment linguistique finalement, que le génie de Céline demande à être authentiquement évalué. Comme si Céline finalement était le héros d'une pure opération poético-stylistique portant sur la langue elle-même et rien d'autre que sur la langue. D'une manière d'évaluer, mineure, etc., c'est l'idée que défendent aussi beaucoup d'écrivains lorsqu'ils parlent de la petite musique de leur style. Penser la littérature du côté de la musique et à partir du style entendu comme musique, c'est bien sûr mettre entre parenthèses, reléguer au second plan la question de la signification et particulièrement de la signification politique ou morale d'une œuvre. Alors, il est clair que cette position-là, enfin à mon sens en tout cas, elle est tout à fait intenable. Si je reviens à notre sujet, au sujet de ces conférences, si on écoute, si on croit Céline à la fin de sa vie, eh bien il faudrait accepter l'idée que la littérature ne peut rien sinon produire de la musique avec des mots, une musique avec des mots qui émeuvent mais qui ne signifient pas. Et Céline était lui-même, bien sûr, suffisamment intelligent, habile et rusé pour comprendre à quel point cette thèse qu'il mettait en avant, je le répète, pour se disculper, était finalement intenable et surtout peu appropriée à la nature de son œuvre. Et en effet, à la même époque, d'où l'ambivalence de son discours, Céline, malgré tout, ne cesse de faire un usage majuscule dans ses entretiens, dans sa correspondance, du mot de vérité, en disant que finalement, en plus de la petite musique dont il se vante, dont il se prévaut, ce qui compte fondamentalement dans une œuvre littéraire,
c'est la vérité qu'elle exprime, et cette vérité ne vaut que dans la mesure où elle est gagée sur l'expérience de l'auteur, sur ce que celui-ci a vécu, souffert, et qui lui permet authentiquement de parler en témoin, et même, pourrait-on dire, en martyr. Vous savez d'ailleurs que l'étymologie du mot martyr nous renvoie du côté du témoignage. Et là, il y a une deuxième réponse que Céline apporte à la question du que peut la littérature. Ce que peut la littérature, nous dit également Céline, et en contradiction avec la première idée qu'il avançait, elle peut produire un témoignage qui est un témoignage gagé sur l'expérience de l'auteur, une expérience qui se mesure elle-même à l'aune de la souffrance qu'il a dû connaître. C'est là que je vais vous lire deux autres extraits de la correspondance de Céline qui me semblent particulièrement intéressants et qui vont nous ramener en quelque sorte à Proust. La première lettre dont je voudrais vous lire un extrait, c'est une lettre de juin 1947 qui est adressée à l'un des principaux correspondants de Céline, un certain Milton Indus. Céline revient à Proust. Proust, il m'agace par son pique-poule, cette façon tarabiscotée, latine, allemande, judaïque, celle de Claudel aussi. Vous voyez que la notion de judaïsme chez Céline est quand même très largement fantasmatique, puisque pour Céline, Claudel est aussi juif que Proust, qui d'ailleurs lui-même ne l'était pas tout à fait. Ces phrases qui se mordent la queue, ils sont trop bibliques en quelque sorte. Il faut lire donc là encore le livre de Stéphane Zagdanski ou l'un des premiers livres de Philippe Muret pour voir tout ça, ou certains textes de Philippe Solers, ou de Julia Kristeva, ou de Henri Godard, enfin la critique, enfin le meilleur de la critique célinienne, celle qui n'est pas compromise du côté de sa fascination pour l'antisémitisme et le fascisme, le meilleur de la critique célinienne a déjà montré ce qu'il en était du rapport très particulier de Céline à la Bible. Alors, un rapport d'hostilité, donc. Ces phrases qui se mordent la queue après d'infinis tortillages, tout cela pue l'impuissance. Il faut éduquer le public, c'est sûr, à cela Sartre sert admirablement. Mais que tout son théâtre est gratuit, si peu payé, il lui faudrait 2 ans de prison, c'est de Sartre qu'il parle, 3 ans de tranchée, pour lui apprendre le véritable existentialisme, et une condamnation à mort au cul pendant 10 années au moins, et une bonne invalidité, 75%, alors il ne divaguera plus, il ne fabriquera plus des monstres gratuits. Vice aussi des Américains, Passos, Steinbeck, etc. Ils se font peur à eux-mêmes, ils trichent. Ils puent tous la tricherie, comme Baudelaire, qui se ruait dans les poisons, opium, etc., pour être sûr d'être damné. On cherche toujours pourquoi Rimbaud est parti si tôt en Afrique. Je le sais, moi. Il en avait assez de tricher. Cervantes n'a pas triché, il a vraiment été aux galères. Barbus est vraiment crevé de la guerre. Cela ne suffit pas, bien sûr, mais il y a une hantise chez le poète de ne plus tricher, d'où cette maladie chez eux de la politique. Lamartine, Byron, Zola, etc. Proust, on revient à Proust. Proust périssait de ses poumons, il en finit par parler assez joliment de sa grand-mère. Ce coin est réussi, c'est le meilleur de son œuvre. Gide a toujours joué de tout, esquivé tout, que nous raconterait-il ? Et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce texte de Céline que je viens de lire, qui affirme donc que la littérature peut, à proportion, de l'expérience sur laquelle elle repose et de la vérité dont elle témoigne. Ce qui est bien sûr une manière de réfuter complètement la littérature de pure fiction telle qu'ont pu la pratiquer et continuent à la pratiquer le plus souvent, par exemple, les romanciers américains. Si les écrivains français, comme Lamartine, Zola, etc., s'intéressent à la politique, c'est justement par souci de toucher dans leurs livres une vérité autre que celle dont témoigne la pure fiction des fables qu'ils fabriquent sans risque, pour rien, gratuitement.
Ce qui condamne Sartre et Gide aux yeux de Céline, c'est de n'avoir rien vécu, de manquer de ce qui les condamne, c'est de manquer de cette expérience qui lesterait d'un authentique poids de réel les fictions ou les essais qu'ils fabriquent. Et Proust, vous le voyez, est sauvé. Parce que, c'est complètement absurde hein, comme raisonnement, Proust dit Céline périssait de ses poumons, il était malade, et c'est ce qui lui a permis, dit Céline, d'écrire « Oh, pas grand-chose », un tout petit quelque chose, dire la scène de la recherche du temps perdu, dans lequel le narrateur raconte la mort de sa grand-mère. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que ce rien dans lequel se perd, dit Céline, toute l'œuvre de Sartre, de manière injuste, hein, bien sûr, mais toute l'œuvre de Sartre, toute l'œuvre de Gide, toute l'œuvre d'Dos Passos ou toute l'œuvre de Steinbeck. Bataille disait quelque chose d'à peu près contemporable, d'à peu près comparable. Bataille disait « La Madeleine de Proust fut pour lui comme un pâle », au sens du supplice du pâle. Ce qui semble complètement absurde, mais qui signifie dans l'esprit de Bataille que toute l'œuvre de Proust repose sur une expérience de souffrance, de déchirement, qui est l'épreuve même du temps, qui prend chez Proust, bien sûr, une forme tout à fait anodine, c'est le fameux épisode de la Madeleine, mais qui, néanmoins, procure à Proust cet ancrage dans le réel à partir duquel se déploie toute son œuvre romanesque. Donc la Madeleine, pour Bataille, la mort de la grand-mère, pour Céline ou pour Barthes, il y a chez Proust cette confrontation avec le réel qui permet à l'œuvre de déployer cette morale dont je vous parlais tout à l'heure et vers laquelle je vais revenir dans un instant. Mais je voudrais vous lire un autre extrait de la correspondance de Céline parce que c'est un peu plus drôle que ce que je peux vous dire moi-même. Enfin, c'est la même chose, le sens est le même mais la forme est différente. Céline, dans une autre lettre qui est adressée cette fois à Jean Paulhan, en 1949, revient sur Proust et dit la chose suivante. Tous ces romans, y compris Balzac, me semblent toujours autant d'impostures. Que dire de Gide ou Proust? Ce sont pour moi des plans de romans, mais tout reste à faire, l'essentiel, le rendu émotif. Tous ces gens bavachent à 25 km du nerf, persuadés qu'ils y sont, et le nerf, c'est la vie. Ils pérorent, rhétorent, moralisent, maximent, mais de musique point l'once. La musique seule est un message direct au système nerveux. Le reste, blabla. Ils ne sont point bâtis pour transposer émotivement. Ce sont des goujats et des brutes maniérées, alambiquées, dissertantes, mais des brutes et des narcisses. Si heureux de leurs ébauches de romans, si contents d'eux-mêmes. Je vous le dis, autant de frigides qui dissertent à l'infini de stupres. Terribles, féroces. La critique est faite pour servir ces impuissants, les flatter, les consoler. J'en ferai une boucherie. Dieu m'en garde. L'incompatibilité entre nos goûts est totale, irréductible, sans doute, ce qui a existé entre les impressionnistes et le jour d'atelier. C'est comme ça que ça se termine. Je trouve qu'aucun de ces bafouilleurs n'est dans la chose. Ils se branlent éperdument à l'extérieur. Et toute la philosophie du roman de Céline, elle tient dans cette opposition qu'il met en place entre deux camps de littérature engagés les uns avec les autres dans une lutte à mort. Lutte qu'il compare, vous l'avez noté au passage, à la lutte que se livraient les peintres français de la deuxième moitié du XIXe siècle. D'un côté, les impressionnistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur le motif, ceux qui sont dans la nature, ceux qui se sentent tenus à la vérité, c'est le mot de Cézanne, hein, je vous dois la vérité en art et je vous la donnerai, et de l'autre, les peintres d'atelier, c'est-à-dire ceux qui ne s'affrontent pas à la réalité extérieure et qui essayent d'en reconstituer le simulacre, la fiction, dans la clôture de leur appartement bien protégé. Mais c'est là que la citation que je vous ai faite me semble prendre tout son sens en relation avec ce que j'ai dit précédemment. Ce qui manque à ces écrivains qui n'ont pas fait l'épreuve du réel, c'est aussi la faculté
à rendre ce réel, cette expérience musicalement. Autrement dit, l'opposition dont j'étais parti tout à l'heure entre le pamphlétaire et le poète se résout ici, avec la supériorité accordée par Céline ou reconnue par Céline à l'expérience, une expérience qui non seulement leste de son poids de réel le texte littéraire, mais également lui donne cette faculté de s'exprimer en musique qui manque aux faiseurs de fiction qui, eux, n'ont pas rencontré l'expérience authentique qui aurait été pourtant indispensable à leur œuvre. Je rappelle cette phrase assez vulgaire, bien sûr, mais d'autant plus percutante. Je trouve qu'aucun de ces bafouilleurs, nous dit Céline, n'est dans la chose. Il se branle éperdument à l'extérieur. Voilà ce que reproche à la littérature Céline, en substance, ou ce que reproche Céline aux écrivains, à la plupart des autres écrivains, sauf à Proust par moment, c'est d'être ce qu'on appelle vulgairement des branleurs, c'est-à-dire des écrivains qui sont dans l'ignorance de la réalité et qui dissimulent leur ignorance sous une phraséologie de fiction et de fable qui est précisément ce avec quoi Céline veut rompre, de manière à permettre à l'émotion d'informer son texte littéraire et à témoigner du même coup pour le vrai. Alors, j'en viens à ma conclusion pour laisser un peu de temps au débat pour se développer éventuellement. Je ne cherche pas du tout, bien sûr, à excuser Céline, au sens où je rappelle le crime dont il a été le complice et les erreurs auquel il a apporté le prestigieux soutien de sa caution intellectuelle, littéraire et morale. Et je regarde à titre personnel avec un peu de suspicion et même beaucoup de réprobation le discours que tiennent certains écrivains d'aujourd'hui lorsqu'ils affirment que la littérature est nécessairement au-delà du bien et du mal, et que du coup l'écrivain serait irresponsable et ne devrait pas être tenu pour comptable des ignominies, des monstruosités dont son œuvre fait parfois état. C'est un débat là encore récurrent dont on pourrait donner de très nombreux exemples tirés de l'actualité littéraire la plus récente. Un exemple parmi d'autres, il y a quelques années, ce débat a concerné par exemple l'œuvre de Michel Houellebecq, qui était présentée comme insusceptible d'être évaluée selon des critères moraux ou politiques, dans la mesure où elle aurait été l'œuvre d'un génie qui, par nature, se serait situé donc au-delà du bien et du mal et au-delà de toutes les appréciations strictement éthiques qu'on aurait prétendu porter sur son œuvre. Alors, outre le fait que, à mon sens, Michel Houellebecq est tout sauf un génie littéraire, il me semble également que, même dans le cas d'un génie littéraire comme Céline, la question de l'appréciation morale continue à avoir son importance. Donc je disais, j'en viens à ma conclusion. Il me semble que ce qui fait l'importance de l'œuvre de Céline, c'est le fait que parmi les voix plurielles, contradictoires, que ces romans font entendre, il en est une, disais-je tout à l'heure, à laquelle le lecteur peut prêter l'oreille et qui place les romans de Céline du côté du bien, au sens même que disait Barthes dans l'analyse de Proust dont je suis parti tout à l'heure. Je rappelle en substance cette analyse.
Barthes, donc à la fin de son enseignement, découvrait chez Proust, et d'ailleurs aussi chez Tolstoï, l'idée que le roman, ultimement, se définit donc du côté de cette parole de pitié ou de compassion dont Rousseau, autrefois, a pensé la spécificité. Je cite à nouveau Barthes, « Le sentiment qui doit animer l'œuvre est du côté de l'amour, quoi, la bonté, la générosité, la charité, peut-être tout simplement parce que Rousseau lui a donné la dignité d'un philosophème, la pitié ou la compassion. » Alors, il me semble que le roman doit être entendu comme une grande parole de pitié adressée à tout ce qui vit et à tout ce qui meurt, que ce soit cette parole-là qui résonne essentiellement à l'intérieur du roman, et même si elle côtoie, c'est vrai, des éclats de haine, des accents de rage et des propos particulièrement condamnables, de tout cela, il me semble que les romans de Céline témoignent également. Je voudrais vous rappeler, à défaut de pouvoir m'engager dans une longue analyse des romans de Céline, je voudrais vous rappeler à titre d'illustration, à titre d'exemple, sinon de preuve, l'épigraphe, ou plutôt la dédicace, que Céline a placée en tête d'un de ses derniers romans intitulé « Féerie pour une autre fois ». À mon sens, le plus grand et peut-être le moins lu de ses romans. Ce livre, Céline le dédie aux animaux, aux malades, aux prisonniers. Et c'est une trilogie qui, bien sûr, prend sens particulièrement au sein de son œuvre. Les animaux, le chat Bébert, qui sera le compagnon de Céline tout au long de son odyssée ferroviaire à travers l'Allemagne et en direction du Danemark, ou encore le chien dont il relate la mort de façon particulièrement pathétique dans l'un de ses romans. Les malades, Céline médecin, Céline racontant la mort du petit garçon à laquelle un des chapitres de Voyage au bout de la nuit est consacré, ou l'accouchement désastreux dont l'une de ses patientes est victime et auquel elle succombe toujours dans Voyage au bout de la nuit. Et puis, cette méditation sur la maladie, elle court tout au long des romans qui ont suivi Voyage au bout de la nuit. Je vous rappelle notamment le début de Mort à crédit, cette phrase où Céline déclare « Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde », et relate l'agonie d'une très vieille femme qui murmure au moment de quitter cette terre. Les animaux, les malades et enfin les prisonniers. Céline, là aussi, savait ce qu'il en était de cette expérience pour l'avoir assez longuement vécue, malgré tout, au moment de son incarcération au Danemark. Autrement dit, à qui se destine l'œuvre littéraire? Elle se destine, dit Céline, à tous ceux qui, susceptibles de la lire ou pas, la capacité des animaux à lire l'œuvre de Céline est bien sûr tout à fait douteuse, mais l'œuvre de Céline se destine à ceux qui, susceptibles de la lire ou pas, souffrent et auxquels se trouve donc destinée cette grande parole de compassion à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Il y a une formule de Céline sur laquelle je vais pratiquement finir, une formule de Céline qui m'a toujours plongé dans la plus grande perplexité, c'est toujours dans Féerie pour une autre fois. Se justifiant, Céline déclare la chose suivante, « Je vous prouverai, quand vous voudrez, l'existence de Dieu à l'envers. » C'est très étrange comme formule. Je répète cette formule, hein. Je vous prouverai quand vous voudrez l'existence de Dieu à l'envers. Est-ce qu'il s'agit de prouver à l'envers que Dieu existe ou bien de prouver à l'inverse qu'il n'existe pas? Il y a une idée qui a été développée par la philosophie allemande, et notamment par Heidegger, à la suite de la lecture que celui-ci a proposée de Hölderlin, et plus particulièrement d'un poème très célèbre de Hölderlin, qui pose cette question « À quoi bon des poètes en temps de détresse ?» C'est devenu un peu la tarte à la crème de la réflexion sur la poésie et sur la littérature contemporaine. La réponse de Hölderlin, et après lui la réponse de Heidegger, elle consiste à dire qu'en temps de détresse, c'est-à-dire lorsque Dieu est mort,
La poésie, elle n'existe que pour chanter la trace des dieux enfuis. Je crois que la position de Céline, elle est relativement comparable. Elle consiste à dire que le roman, il parle dans le retrait du divin. C'est-à-dire dans le vertige qu'ouvre pour le monde contemporain cette dissolution de tous les repères qui autrefois donnaient sens au monde et à la vie. Et dans ce retrait du divin, si le roman parle, je crois que c'est assez pour faire entendre cette parole toute simple de révolte finalement contre la mort, contre l'injustice, contre la souffrance, parole de révolte, de refus, donc par laquelle se manifeste une fois encore cette grande compassion dont Barthes, je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos de Proust et de Tolstoï, avait dit qu'elle était la morale ultime du roman. Je disais un mot de révolte, eh bien c'est celui-là qu'on entend aussi dans Féerie pour une autre fois, et je vais terminer par cette dernière citation. La conscience, c'est ça, dit Céline. Merde, merde, merde. Jamais, en quelques circonstances, j'ai pu me résigner à la mort. J'ai jamais pu abandonner rien. La mort, pour moi, personnelle, serait une aubaine, je serais bien content, mais la mort des autres me vexe. Dans le fond du tréfonds de tout, c'est pour ça qu'on ne peut pas me piffrer, qu'on s'acharne à me trouver 1000 crimes, parce que je râle à la mort des autres. Même les centenaires qui cassent leur pipe, jamais j'ai été d'accord. Je suis pour le départ de rien, merde, merde, merde. Voilà. Je suis ce merde 3 fois répété, aussi vulgaire qu'il soit, c'est le dernier mot du roman pour Céline. C'est la vérité que celui-ci exprime. C'est-à-dire cette parole de compassion et de refus par laquelle la littérature exprime ce qu'elle peut et ce qu'elle doit. C'est-à-dire se refuser au départ de rien et manifester ainsi la vérité dont elle est le lieu, finalement. Voilà.